Bonsoir et bienvenue à tous sur Moselle TV. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'information mosellane. Voici les titres de ce lundi 4 juillet. Dans l'actualité aujourd'hui, la nomination du médecin urgentiste François Braun au ministère de la Santé. Le médecin remplace Brigitte Bourguignon, défaite aux dernières législatives. Nous y reviendrons dans quelques instants. Comment allier sa passion pour le ballon rond et le disco? Eh bien en participant à un match de disco foot tout simplement, une pratique qui, vous le verrez, vaut le détour. Enfin, nous reviendrons sur le sacre de Léolia à Jean-Jean au Waves Open, le tournoi de tennis féminin de Moulins-les-Metz. Elle a battu en finale la tenante du titre, Margot Hieronymus. La météo grand soleil encore demain dans le ciel mosellan. Les températures seront sensiblement les mêmes, comptez 13 degrés le matin et 27 l'après-midi. Et puis comme chaque lundi, Baptiste Deveau me rejoindra en plateau pour parler de l'actualité sportive. Mais tout de suite, développons les titres du jour. Emmanuel Macron a rendu public ce lundi la composition de son nouveau gouvernement. Médecin urgentiste et président de l'association SAMU Urgence de France, François Braun est donc le nouveau ministre de la Santé et de la Prévention. Il succède à Brigitte Bourguignon, portrait avec Emma Facchetti. Un médecin urgentiste du centre hospitalier régional de Metz-Thionville entre au gouvernement. Âgé de 59 ans, François Braun est nommé à la tête du ministère de la Santé. La santé, un secteur qu'il connaît bien puisque le quinquagénaire est urgentiste depuis 38 ans. Ce fils et petit-fils de généraliste et médecin pompier a été formé à la faculté de médecine de Nancy. Praticien au centre hospitalier de Metz-Thionville, à partir de 2009, le professionnel de santé monte en grade et devient chef de pôle des urgences en 2018. En première ligne pendant la crise sanitaire, l'urgentiste n'a pas sa langue dans sa poche. Le président de l'association SAMU Urgence de France n'hésite pas à alerter sur la dégradation de l'hôpital public, comme ici en 2019. L'hôpital dysfonctionne, ce n'est pas nouveau, mais là aussi on atteint un paroxysme. Il ne fonctionne plus comme il devrait fonctionner. Il fonctionne sur des règles essentiellement basées sur la rentabilité qui ne correspondent plus à ce pourquoi il est fait. Peu connu du grand public, le médecin n'en est pas à sa première collaboration avec la Macronie. Au mois de janvier, il s'engage dans un rôle politique en élaborant le programme de campagne d'Emmanuel Macron en matière de santé. En juin dernier, il coordonne la mission Flash sur la crise des urgences à l'hôpital, dont les 41 propositions ont été retenues par le gouvernement. Parmi elles, la revalorisation des salaires des médecins libéraux et la régularisation des admissions, soit à l'entrée des urgences, soit par le standard téléphonique du SAMU. Une marque de confiance pour relever ce défi à la tête d'un des plus gros ministères du gouvernement, sauver l'hôpital public. Une lourde tâche qui ne devrait guère le laisser dans l'anonymat, surtout en plein rebond épidémique du Covid-19. Comme François Braun, nommé donc ministre de la Santé, d'autres Lorrains sont passés par le gouvernement français au cours de leur carrière. Je vous propose un retour en images avec Florian Tonizzo. Carole Grandjean est avec François Braun, l'autre personnalité politique de Lorraine à entrer au gouvernement. Député élu sous l'étiquette Ensemble dans la première circonscription de Meurthe-et-Moselle, cette ancienne DRH est nommée ministre déléguée chargée de l'enseignement et la formation professionnelle. Avant François Braun et Carole Grandjean, il était le dernier Lorrain en date à avoir fait partie du gouvernement. Membre du PS de 1981 à 2021, Christian Eckert, natif d'Algrange, était le secrétaire d'État chargé du budget et des comptes publics de François Hollande. Elle est née à Villerue et a étudié au lycée Georges de la Tour à Metz. Aurélie Filippetti a été ministre de la Culture de mai 2012 à août 2014. L'ancienne membre du Parti Socialiste a également été députée de 2007 à 2012 et de 2014 à 2017. Ancien député de la Meuse, Gérard Longuet a effectué plusieurs mandats au gouvernement. Pendant la première cohabitation en 1986, il est chargé des postes et télécommunications, puis ministre délégué auprès du ministre de l'Industrie, des Postes et Télécommunications. L'ancien président du Conseil régional de Lorraine a plus récemment occupé le rôle de ministre de la Défense et des anciens combattants de février 2011 à mai 2012. Né à Longwy, Jean-Marc Todeschini, sénateur de la Moselle, a été secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire de novembre 2014 à mai 2017. Il a étudié au lycée Faber puis la philosophie à Nancy. Jean Lorrain porte bien son nom à quelques lettres près.
cet ancien député de la Moselle a été ministre des anciens combattants et victimes de guerre, puis secrétaire d'État aux anciens combattants et victimes de guerre sous François Mitterrand. Créateur de la fête de la musique en 1982, Jack Lang, né à Mirecourt en 1939 et originaire de Nancy, a été ministre de l'Éducation nationale de mars 2000 à mai 2002 sous la présidence de Jacques Chirac. Originaire des Ardennes, Christian Poncelet a démarré sa carrière politique dans les Vosges en tant que député. Sous Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président du Conseil général des Vosges a été successivement secrétaire d'État chargé du budget et secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Figure emblématique du paysage messin, Jean-Marie Roche a la particularité d'avoir cumulé 2 portefeuilles simultanément, celui de ministre délégué chargé du commerce et de l'artisanat et celui de ministre délégué aux postes et télécommunications. Également passé par le gouvernement, Jean-Pierre Masseret, ancien président du Conseil régional de Lorraine, a été secrétaire d'État de la Défense chargé des anciens combattants de 1997 à 2001. Le phénomène s'est accentué avec la crise sanitaire. Les métiers de la santé souffrent d'une pénurie de main-d'œuvre. Pour séduire de nouvelles têtes, une rencontre entre une entreprise mosellane de transport sanitaire et les habitants de Borny a été organisée ce matin. Un événement en partenariat avec Pôle emploi et la mission locale. Objectif, faire découvrir les métiers d'ambulancier. Reportage Chloé Gaillard. Donner du sens à sa carrière professionnelle et se rendre utile, voilà ce qui a encouragé la 50aine de personnes venues découvrir ce matin les métiers du transport sanitaire. Pour beaucoup, comme Jean-Yves, il s'agit d'une reconversion professionnelle, alors les questions fusent. Les questions, c'était sur les diverses missions des ambulances, missions d'urgence ou missions courantes, voilà, donc aller chercher des personnes par exemple en maison de retraite pour les emmener faire des examens ou alors intervenir sur vraiment des cas d'urgence, des gens en urgence vitale. Et donc c'est très varié. Si renouer avec le contact humain semble essentiel pour ces candidats, les nouvelles têtes se font de plus en plus rares dans ce secteur. C'est un métier qui aujourd'hui est très en tension de recrutement, j'entends. Il manque beaucoup de candidats. Le secteur sanitaire et social de manière générale souffre déjà avant Covid, mais après Covid encore plus. Alors que les entreprises privées ont pris en charge 80% des transports hospitaliers durant la crise sanitaire, les ambulanciers dénoncent un manque de reconnaissance et des conditions de travail exiguës, ce qui ne va pas aller en s'arrangeant avec la réforme de l'urgence. Alors, les entreprises assouplissent leurs prérequis à l'embauche. Certains candidats ne venaient pas forcément à nous du fait des prérequis pour travailler, à savoir la formation d'auxiliaire ambulancier dans un premier temps et le diplôme d'État par la suite. En proposant donc cette notion de conducteur ambulancier au départ, pour ensuite les amener sur la formation, on s'est rendu compte qu'on avait effectivement des gens qui se disaient « tiens, pourquoi pas ». D'ici septembre, plusieurs leviers seront activés pour former les futurs ambulanciers mosellans, des stages d'immersion ainsi que des formations financées par Pôle emploi, avec à la clé des propositions d'embauche. Le maire de Metz, François Grosdidier, a ce lundi interpellé le président de la République, la première ministre et le ministre de l'économie et des finances. Il réclame le respect des engagements de l'État vis-à-vis de l'implantation de l'INSEE à Metz, qui devrait quitter la ville pour s'installer à Lille. Il déplore plus globalement la baisse continue du nombre de statisticiens à Metz. Santé, fiscalité, mobilité, pas facile de s'y retrouver quand on traverse la frontière pour aller travailler au Luxembourg ou en Allemagne. Pour aider les frontaliers, l'Eurométropole de Metz a installé samedi matin un village place de la République. L'objectif, leur apporter des informations sur les spécificités de leur statut. Reportage. Alors, on voulait des renseignements sur les allocations familiales donc au Luxembourg. Dans quelques semaines, le quotidien de ce Messin va radicalement changer. Je suis travailleur en France jusqu'au 31 et je suis travailleur au Luxembourg à partir du 1er août et je souhaiterais avoir tous les renseignements nécessaires pour aller travailler là-haut. Tout ce qui est allocation familiale. Le futur frontalier peut compter sur des dizaines de stands présents au village des frontaliers, place de la République, pour se renseigner sur les spécificités de son statut. Les démarches administratives varient entre l'Allemagne, le Luxembourg et la France. Pas facile de s'y retrouver dans certains domaines. Les thèmes principaux qui sont demandés sont la fiscalité, parce que on a quand même des questions fiscales entre France-Luxembourg ou France-Allemagne qui sont différentes. Qui doit faire une déclaration, comment ça se passe, que dois-je déclarer ou quoi.
Sur la mobilité, sur le Luxembourg plus particulièrement que sur l'Allemagne, c'est vrai qu'en plus avec les travaux qui vont avoir lieu cet été entre les CFL et l'autoroute, il y a beaucoup de questionnements. Comment je peux me déplacer plus facilement avec du covoiturage, d'autres fonctions. Et après, il y a tout ce qui va être santé et famille. Organisé pour la première fois, ce village éphémère a vocation à devenir un rendez-vous annuel. En attendant, les travailleurs frontaliers peuvent toujours se renseigner à la Maison du Luxembourg à la gare de Metz. La structure va agrandir ses locaux pour la rentrée prochaine. La métropole multiplie les actions pour informer les usagers. Ce n'est pas une question de manque de visibilité, mais c'est parce que souvent, les personnes qui travaillent quotidiennement, qui sont des pendulaires, ils font l'aller-retour, ils sont parfois un peu isolés entre leur domicile et leur lieu de travail. Et ils ne bénéficient peut-être pas de tous ces renseignements qui pourraient leur être utiles. La métropole messine compte plus de 12 000 travailleurs frontaliers, l'équivalent d'un actif sur 10. Une semaine après la décision de la Cour suprême des États-Unis de révoquer le droit à l'IVG, le collectif féministe La Grenade a organisé vendredi soir devant le tribunal de Metz un rassemblement pour défendre le droit à l'avortement. Environ une centaine de personnes ont participé à la manifestation. Sur certaines pancartes, on pouvait y lire « Mon corps, mon choix »,« L'avortement est un droit » ou bien « Le droit à l'IVG sauve des vies ». Le rassemblement s'est terminé ensuite par un die-in, une forme de manifestation dans laquelle les participants simulent la mort. Tout autre sujet, désormais une maison France Service itinérante a été inaugurée dans le pays de Sarrebourg. 6 communes en tout accueilleront tour à tour les permanences dans leur mairie. Reportage à Fribourg avec Ghislain Schumacher. Bienvenue à Fribourg. Depuis le 7 juin dernier, la mairie de la commune accueille une permanence d'une conseillère France Service tous les jeudis après-midi. Le reste de la semaine, cette dernière se déplace aux 4 coins du pays de Sarrebourg, un territoire qui représente tout de même 830 km². C'était pas facile d'implanter une seule maison, une seule adresse France Service. Donc on est passé par plusieurs réflexions, d'aller au moins déjà dans un des premiers villages, de faire une opération mobile, c'est-à-dire à partir d'un bus, mais ce n'est pas toujours pratique. Et puis nous est venue cette idée de multisite. Et bon, il y a 7 jours dans la semaine, 6 jours plus ou moins ouvrables, donc on a créé un service sur 6 communes. Ces 6 permanences permettent aux plus de 46 000 habitants du territoire d'être assistés dans leur démarche à moins d'un quart d'heure de leur domicile. De la CPAM aux impôts en passant par la CAF, 9 services sont partenaires. Alors que d'ici la fin d'année, 100% de ces derniers pourraient être dématérialisés, ce dispositif profite à tous. Là, on avait beaucoup de personnes entre, je vais dire, 40, 70 ans, c'était pour des titres, mais on a aussi des jeunes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les jeunes, ils ne savent pas forcément quelle démarche faire, donc ils viennent me voir. En tout, 26 personnes sont déjà venues à la rencontre de Valérie depuis qu'elle sillonne le territoire. Ce type de guichet itinérant se multiplie un peu partout en France, car la forme du dispositif s'adapte selon les spécificités locales, tout comme les services qui y sont proposés. Chaque France Service sur son territoire a la liberté de s'associer avec des partenaires locaux comme les associations qui peuvent avoir des missions d'aide aux personnes, soit sur le numérique, soit pour le logement par exemple aussi, c'est assez important, les économies d'énergie par exemple, et toutes sortes de thématiques. Là, il y a une grande liberté qui est laissée aux acteurs locaux. Dans le pays de Sarrebourg, par exemple, Valérie va réaliser des interventions dans les différentes mairies concernant les prestations proposées par la mission locale. Selon son succès, la maison France Service du pays de Sarrebourg pourrait même se développer. La mise en place de permanences dans de nouvelles mairies n'est pas à exclure. Ils passionnent petits et grands, peu importe l'âge. Les jeux vidéo étaient à l'honneur ce week-end à la salle des fêtes de Bouzonville. C'est le premier salon du genre organisé dans la commune. Du rétro aux consoles dernière génération, tout le monde a pu y trouver son compte. Reportage Anne-Sophie Gross. De la compétition de gaming aux jeux de société en famille, il n'y avait qu'un tout petit pas à faire au sein de la salle des fêtes de Bouzonville. Un événement tourné entièrement vers le fun et la découverte et qui s'adressait à tout le monde. Au-delà du jeu vidéo, les organisateurs souhaitaient proposer une invitation à tous les types de jeux, mais aussi à la culture qui entoure cet univers. Au-delà de l'animation pure de jeux vidéo, on voulait également présenter l'aspect culturel, l'aspect historique du jeu vidéo, par le biais d'un musée du jeu vidéo qui retrace son histoire des années 70 à nos jours. Pour varier les plaisirs, les animations,
on propose également des initiations et des découvertes de jeux de plateau et de jeux de société et de jeux en bois. Donc c'est vraiment pour un aspect très ludique, pour vraiment encore une fois s'adresser à un maximum de monde et pouvoir capter aussi un public transgénérationnel, créer du lien social entre les différents âges. Un événement transgénérationnel mais aussi transfrontalier. Sur place, des traducteurs et des traductrices ont permis à tous les gamers germanophones de profiter autant que les francophones. On a des jeux de piste en franco-allemand, on a des traducteurs, on a des interprètes, on a des activités brise-glace parce qu'il y a des Français, il y a des Allemands pour briser la glace. Il faut que les gens se retrouvent. L'objectif pour nous, c'est que tout le monde se sente à l'aise, qu'il n'y ait aucun problème de langue, d'entente, autant pour participer au tournoi que pour faire des jeux de société ensemble, pouvoir créer des échanges aussi autour de nouveautés dans le monde du jeu de plateau par exemple. De la manette au palais, en passant par l'histoire du jeu vidéo, beaucoup avaient choisi de venir en famille pour en profiter. C'est très très bien. Très cool. On ne sait pas où donner de la tête. C'est une bon événement, on connaît les organisateurs, on a l'habitude, on sait que ça va être une bonne qualité. En plus il y a les jeux de société, la petite salle amuse. J'ai joué à Super Smash Bros. J'ai joué à des jeux et j'ai fait la piste, un jeu de piste. C'est super sympa, c'est vrai que je ne pensais pas que c'était à ce point-là. C'est vrai qu'en arrivant ce matin, il y avait une ambiance de feu, donc c'est super cool. Et malgré une météo plus qu'estivale, l'événement aura tout de même rassemblé près de 800 personnes sur le week-end. Et ce samedi après-midi, sur le parvis du centre Pompidou-Metz, s'est déroulée une drôle d'activité, le disco foot. Le principe, 2 équipes s'affrontent avec de la musique disco sur un terrain de football. Ce curieux concept est une création originale du Centre chorégraphique national Ballet de Lorraine. En voilà un petit aperçu. Alors les règles du disco foot, c'est un terrain, un ballon, 2 équipes, jouer au foot, mais la règle principale c'est qu'ils n'ont pas le droit de rester sur place sans bouger ou de courir, il faut toujours danser. Donc il faut marquer des buts, mais aussi danser. Et pour valoriser la danse, on a mis 3 juges artistiques qui vont noter la danse. Et après on va faire un mélange entre les buts qui ont été marqués et les notes artistiques. Et là on va déterminer un vainqueur. Chacun a un parcours différent au niveau de la danse. Certains sont plus hip-hop, d'autres contemporains, d'autres classiques. Et je pense qu'on se sert chacun de nos danses respectives pour l'improvisation, dans lesquelles on est les plus à l'aise. Allez, premier tir en rose. J'ai vraiment apprécié parce que je n'aime pas le foot, mais associé à la danse, je trouve l'idée géniale, sur une musique qui était vraiment bien. Et non, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. L'idée d'associer les mouvements du foot à la danse, c'était très bien. Mais c'est très joli, c'est très plaisant. Et ce qu'ont fait là les 2 équipes, j'ai trouvé ça absolument magnifique. C'est très, très spontané, très fluide, très, très agréable. Je préfère voir ça qu'un match de foot, tout à fait. Voilà. Mais je comprends qu'il y en a qui aiment le foot. Et passons désormais à notre rubrique sport. Baptiste Deveau, bonsoir. Bonsoir Jean. On commence avec l'événement du week-end, le dénouement du Waves Open, le tournoi de tennis féminin à Moulins-les-Metz. C'était la finale espérée entre Margot Hierolymos, la tenante du titre, et Léolia Jean-Jean, la tête de série numéro 1 et auteur d'une très belle prestation à Roland-Garros cette année avec un 3e tour. Mais dans cette finale, la Montpelliéraine s'est facilement imposée en 2-7. Je vous propose de revivre cette finale. C'est un sujet préparé par Tim Girard. Elle est venue, elle a vu, elle a vaincu. Léolia Jean-Jean, 143e mondiale et tête d'affiche du Waves Open, a tenu parole.
Sur le court central, Arthur Ollinger de Moulins-les-Metz, la Montpelliéraine a balayé Margot Hierolymos, la tenante du titre, en 2 petits sets, 6-2, 6-3, grâce à sa régularité et sa cadence en fond de cours. Une véritable démonstration en 95 minutes. C'est sûr que c'était un match que j'ai plutôt bien maîtrisé, que ça s'est plutôt bien passé aussi. Elle a quand même fait une bonne rentrée en matière. J'ai pris quand même beaucoup de coups gagnants les 2-3 premiers jeux. Après, voilà, j'ai su mettre un peu mon jeu en place et la faire un peu déjouer, donc je suis contente. Mais même si, admettons, j'avais perdu, que ce soit contre Julie ou aujourd'hui, c'était quand même un tournoi superbe où les gens sont très très gentils, ils mettent tout en œuvre pour qu'on passe vraiment un super moment, donc je serais vraiment très très contente d'être venue ici. Margot Hierolymos voulait marquer l'histoire du Waves Open en rejoignant Pauline Parmentier au sommet avec 2 sacres consécutifs. Mais la tenante du titre, éreintée par sa demi-finale de la veille, a commis trop de fautes directes pour faire douter son adversaire. Ce n'est pas non plus le sursaut d'orgueil dans le 2e set à 4-3 qui changera l'issue du duel. La Martingale peut quand même nourrir des regrets. Ouais, c'est vrai que c'était dur de revenir défendre mon titre. Je savais qu'il y avait une petite pression supplémentaire, ça me tenait à cœur aussi, en tout cas d'arriver jusqu'à la finale. Je savais que ça allait être compliqué aujourd'hui, mais voilà, j'ai essayé d'y croire, de donner le meilleur de moi-même, c'est pas passé. Je suis assez déçue de ne pas avoir pu défendre mon titre, mais je suis quand même contente d'être arrivée jusqu'ici. Lors de son retour en France, après une parenthèse américaine pour se reconstruire, Léolia Jean-Jean s'était donné 2 ans pour atteindre le très haut niveau. Comme en junior, la Montpelliéraine affole les compteurs, devance ses objectifs et peut prochainement franchir le mur du 100 mondial. Cette quête se poursuit dès demain lors du WTA 125 de Bastad en Suède. Et dans votre émission Moselle Sport de demain, Baptiste, vous reviendrez plus en longueur sur cette édition du Waves Open. Et oui, pour fêter la dernière émission Moselle Sport de la saison, nous avons tourné tous les plateaux. Une émission exceptionnelle autour du Waves Open, avec notamment un inside au cœur des 3 jours de compétition de Léolia Jean-Jean. Alors toujours en tennis, toujours en Moselle bien sûr, des bruits circulent autour de potentiels repreneurs pour le Moselle Open. Et oui, et 2 camps visiblement s'opposent. D'un côté, nous avons Joe-Wilfried Tsonga et son ami Thierry Assion qui sont intéressés pour reprendre le Moselle Open avec quelques actionnaires actuels qui viendraient avec eux pour racheter le tournoi, et notamment Yves Henry qui est le président de la SAS Moselle Open. Et de l'autre côté, nous on retrouve un projet porté par Eric Lucas, ancien président du Moselle Open, et lui aussi soutenu par quelques actionnaires actuels. Ils entendent bien conserver le tournoi coûte que coûte sur le sol messin et auraient déjà fait jouer leur droit de préemption. Droit de préemption, qu'est-ce que ça signifie pour nos téléspectateurs, Baptiste ? Eh ben, en cas de vente du tournoi par une majorité d'actionnaires, les actionnaires qui sont en minorité peuvent se positionner pour racheter le tournoi dans sa totalité. Mais pour l'instant, il y a beaucoup de flou autour du rachat de la vente du Moselle Open. Mais une conférence de presse s'est organisée jeudi matin à 9h par la direction actuelle du tournoi pour clarifier les choses à quelques semaines à peine de la 19e édition du Moselle Open. Bon alors Baptiste, cela ne vous aura pas échappé, nous sommes en été dans les clubs sportifs. C'est la période. J'ai pris le soleil au Waves Open durant tout le week-end. Et ça se voit. Alors, lors de cette période estivale, il y a des départs, il y a des arrivées dans les clubs sportifs. Et du mouvement, justement, il y en a du côté de Metz Handball. Le club a officialisé ce lundi l'arrivée d'un nouveau renfort. Et oui, on l'attendait depuis le mois de juin. Thierry Weisman, notamment sur le plateau de Dragon Mag, avait prononcé ces mots en disant « Nous allons recruter une arrière polyvalente étrangère ». Et on le sait, aujourd'hui, le nom a été dévoilé par le club. Il s'agit de Valeria Maslova, arrière droite de 21 ans, 1m88, évoluant au CSKA Moscou. Et malgré son jeune âge, la handballeuse a déjà une très forte expérience en Ligue des Champions avec le club de Podgorica. On parle toujours de recrutement, mais chez les filles du TFOC, en volley, la Hongroise Greta Kiss rejoint l'effectif de l'entraîneur Romain Pitou. Et oui, Jean, le TFOC tient enfin sa première recrue en tant que réceptionneuse attaquante pour la saison prochaine. Il s'agit de la Hongroise Greta Kiss. C'est une volleyeuse de 24 ans, d'1m88, qui a toujours évolué dans le championnat hongrois. Et cette saison, elle a été élue meilleure réceptionneuse attaquante, donc c'est une très bonne pioche pour les Bleus. On continue ce week-end, Baptiste, c'était la 3e étape du Grand Prix de triathlon Metz et les Messins ont brillé devant leur public. Que ce soit les filles ou les garçons, ils ont brillé à domicile. Parlons tout d'abord
des féminines, portée par Jeanne Leher, rapide sur son relais. Metz Triathlon a pris la 2e place de la 3e étape du Grand Prix de D1, juste derrière Poissy, à 2 petites secondes. Voilà, ça s'est joué à 3 fois rien. Et au classement général, Metz reste 2e derrière Poissy. Et du côté des garçons, Metz termine à la 3e place, juste derrière Liévin et Saint-Jean-de-Mons. Et au classement général, les Messins restent premiers. On termine avec un retour, celui d'Hubert Barth à la tête du rugby club Metz-Moselle. Et oui, c'est enfin officiel, Hubert Barth reprend la tête du club messin. Il sera un coprésident avec Morgane Parra dès que les formalités administratives seront réalisées. Pour l'instant, c'est le seul président à la tête du RC Metz-Moselle. Et on a déjà appris que Géraud Gas aura quant à lui la tête de l'équipe première qui évolue en Fédéral 2. Et je vous propose d'écouter la réaction du nouveau président, Hubert Barth. C'est clair, il y a dans tous les domaines beaucoup à faire, beaucoup de travail. C'est d'ailleurs ma tâche principale maintenant à partir d'aujourd'hui. On stabilise, on est en train de stabiliser sur le plan sportif au niveau des seniors, et on va maintenant s'occuper à donner plus de structure et plus de fonds à la structure du club. Et c'est ma tâche et on va vraiment structurer ça. Et pour le long terme, il s'agit vraiment de faire quelque chose de profond et de durable. Et c'est la volonté aussi de Morgane. C'est pas seulement un coup de pub ou pour attirer, je dirais, quelques sympathies. C'est pour travailler et construire quelque chose de profond à long terme. Merci beaucoup Baptiste pour votre intervention. Avec plaisir. Nous vous retrouverons sur Moselle TV demain à 18h30 dans Moselle Sport. Et puis nous terminons cette séquence d'information comme chaque soir avec l'image du jour qui aujourd'hui nous replonge quelques dizaines d'années dans le passé. Ce week-end, à Hayange, parc de l'Orangerie, l'association Les Déjantés de la Fench organisait une grande exposition de véhicules anciens agrémentée de nombreuses animations. Les amateurs de voitures de collection ont pu ainsi contempler de vrais petits bijoux, mais aussi découvrir les récits de leurs propriétaires. Et c'est sur cette image que se termine Moselle Info. Tout de suite, retrouvez la météo avec René Anne. Je vous souhaite une excellente soirée sur Moselle TV. À demain.